Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Cryptos Technical Briefing. Chers amis, ravi de vous retrouver mardi 7 avril 2026. J'espère que vous avez la patate. Week-end de Pâques, week-end de 3 jours pour recharger les batteries alors que cette semaine s'annonce ensoleillée, mais cette semaine s'annonce toujours aussi chaude sur le plan géopolitique. D'ailleurs, sur le plan des week-ends de 3 jours, je crois que nous serons gâtés au mois de mai. Alors, moi je suis content à chaque fois d'enregistrer la vidéo le mardi matin, déjà parce que j'aime le faire. C'est un plaisir pour moi, petit temps de plaisir, petit temps de théâtre, petit temps d'analyse, enfin voilà, on essaie un peu de s'amuser. Donc, oui, pourquoi je suis content d'enregistrer la vidéo mardi matin? Parce que l'actualité géopolitique, elle change toutes les heures, et comme je publie mardi à midi 15, eh bien là pour le coup, j'essaie d'être au plus proche des événements. Donc nous allons commencer comme ça. Première partie, où en sont les baromètres du sentiment géopolitique en lien avec l'actualité immédiate des toutes dernières heures, en espérant que, entre le moment où j'enregistre ce matin et la publication ce midi, tout ne sera pas bouleversé, mais au fond, peu importe, puisqu'ici, on essaie toujours de prendre du recul. Deuxième partie, je ne vais pas basculer dans le pessimisme, c'est pas ma nature. Bon, mais tout de même, il faut être réaliste. Voilà, c'est ça la différence, être réaliste. Ouvrir le détroit d'Ormuz, donc vous voyez, moi, je me projette, je veux dire dans la projection. Ouvrir le détroit d'Ormuz ne garantit pas un point bas boursier immédiat final. Ne garantit pas un point bas boursier immédiat final, parce que les dégâts sont déjà importants. Qu'il s'agisse, alors je vais illustrer mon propos, ce sera rapide, quelques petites infographies que j'ai préparées, mais concrètement, qu'il s'agisse de l'outil industriel autour du Golfe Persique, qu'il s'agisse des délais pour relancer le transport maritime par supertanker à travers le détroit d'Ormuz, le réorganiser, le relancer, charger. Par exemple, un sujet important, tous les stocks autour du Golfe Persique d'énergie, tout est à ras-bord. Vous ne relancez pas un outil de production si les stocks sont à ras-bord, si la capacité de stockage est déjà à ras-bord, il faut déjà l'écouler. Enfin, bon, il y a un certain nombre de sujets. Donc qu'il s'agisse du transport maritime, de l'outil de production, des assurances maritimes, la réouverture totale, déjà on n'y est pas, mais donc le jour 1 et même la semaine 1 de la réouverture totale du détroit d'Ormuz ne sera pas la fin de la crise. Et oui, il y aura des dégâts, ça prendra du temps. Bien sûr, ce sera une bonne nouvelle, ce sera la première étape de la normalisation, mais il faudra quand même être réaliste. Donc rien de presse. S&P 500, troisième partie, la différence entre un simple sell-off et un bear market, un vrai bear market, des signaux de vrai bear market que le marché n'a pas donné, je parle de signaux techniques. Quelles sont les frontières techniques? Où en est le S&P 500 à court terme? Quels sont, sur le Nasdaq, le S&P 500, le Dow Jones, les signaux minimums à obtenir pour valider eh bien, une reprise, donc une partie sur le S&P 500. Alors Bitcoin, bon ça fait quand même depuis le début du mois depuis la fin du mois de février que je le répète, Bitcoin résiste, Bitcoin est résilient, oui c'est vrai, c'est complètement surprenant, le machin est flat, peut-être légèrement en hausse depuis le début du conflit, alors que l'or a souffert, alors que l'argent a souffert, alors que le pétrole, n'en parlons pas, lui c'est skyrocket. Le pétrole, le gaz naturel, l'engrais, urée, l'aluminium, enfin beaucoup de matières premières en lien liées à la contrainte d'offre, les exportations bloquées, le détroit qui est fermé, enfin partiellement fermé, mais quand même fermé. Bon. Donc il a résisté. Donc je refais un point là-dessus, sur sa résistance, ses raisons rapides. La chose, c'est que cette résilience, j'aimerais bien, après, pourquoi pas. D'ailleurs, si c'est le cas, c'est que nous pouvons abandonner définitivement le cadrage technique, temporel et prix du cycle de 4 ans. Why not au fond? Pourquoi pas, à un moment ou à un autre, ce truc va arrêter? Parce que le halving perd, d'ailleurs, il n'y a déjà plus quasiment aucun impact en termes de contraintes d'offres. Le plus gros a été fait sur les 3 premiers halvings. Bon. Mais dans tous les cas, même sur le plan technique, même sur le plan analyse technique pure, la résilience que développe Bitcoin depuis la fin du mois de février, c'est un bon point pour le moyen long terme. Ça fait partie, moi, des éléments que je mets dans mon tableau, dans mes cases. Le prochain cycle bullish sera costaud, plus que le cycle précédent. Mais la résilience là, du BTC depuis fin février n'est pas pour moi le signe, l'argument suffisant pour dire le bear market a été fini. C'était début février à 60 000 $. Quand bien même le marché rebondirait ce mois d'avril, même ce mois de mai, ça peut être un rebond intermédiaire avant un peu plus tard, cet été par exemple, avec les conséquences de tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passe encore d'ailleurs, refaire derrière, revenir rechercher un dernier plus bas, ou peut-être une phase de latéralisation. En tout cas, tout prendra du temps. Donc je vais faire un point là-dessus.
L'idée, c'est pas de dire ça sert à rien, on y croit. Il y a des choses qui sont très positives, mais il faut aussi être réaliste. Et puis finalement, plus le marché prend le temps de construire un bottom, plus le prochain cycle sera costaud. Donc, oui, je pense qu'il est peu probable que le marché baissier cyclique soit terminé. Après, voilà, pour moi, on n'ira pas à 20K, on n'ira pas à 30K, même pas sûr qu'on aille à 40. Vous connaissez, mais je suis toujours plutôt en faveur de la zone des 50-55. Mais ce que je veux rappeler, c'est que le fait que nous n'y soyons pas allés depuis le début du conflit, alors qu'il y avait 1000 raisons fondamentales d'y aller, et 1000 raisons techniques, fait que, au fond, d'une certaine façon, ça confirme un peu, je trouve, même le cycle habituel Bitcoin. Il fait un peu sa propre vie, conformément à son cycle. Et donc, il ne faut pas se laisser piéger, je pense, même si, là, le marché pourra être en capacité de rebondir davantage. Voilà, mais bon, ça, on aura l'occasion chaque semaine de faire le point sur ce sujet. Donc, je vais vous redire un mot là-dessus. Et puis, bien sûr, on parle aussi des alts. C'est parti, nouvelle édition du CDB. Chers amis, accordez-moi 2 minutes et laissez-moi vous parler de CryptoStratège by Cryptost. CryptoStratège by Cryptost. Le meilleur service d'accompagnement crypto que nous pouvons vous proposer. Si vous avez plus de 20 000 euros investis en crypto, vous naviguez à vue, vous subissez le bear market. Vous ne savez pas comment gérer vos positions en verte, comment en ouvrir de nouvelles, comment re-rentrer d'ici la fin du bear market cyclique. Même la fiscalité crypto vous interroge. Chers amis, nous avons créé CryptoStratège pour vous. Un service, 3 piliers, une formation, notre formation exclusive. Plusieurs mois de travail pour la mettre en point. Mais surtout, vous accédez en temps réel, j'ai bien dit en temps réel, à nos portefeuilles crypto. Nous avons un portefeuille basé sur notre algorithme, un algorithme qui fait 10 fois mieux que le Bitcoin, je vais vous montrer les datas, et aussi nos portefeuilles temps réel gérés par nos soins, l'équipe Cryptost et moi-même, pour sélectionner les meilleurs jetons à re-rentrer d'ici la fin du bear market cyclique. Nous vous proposons aussi un accès à notre avocate fiscaliste spécialisé en cryptoactifs, un notaire, un conseiller en gestion de patrimoine. Chers amis, CryptoStratège, c'est l'aboutissement de plusieurs mois de travail. Je commence par vous montrer ça. Restez encore un peu avec moi, je vais vous montrer comment être informé, comment rencontrer, comment discuter au téléphone directement avec Will, le patron de CryptoStratège. Vous allez avoir une conversation téléphonique avec lui pour voir si ce service vous correspond, voir si nous pouvons répondre à vos besoins. Mais avant cela, laissez-moi simplement vous montrer la performance, par exemple, ici, de notre portefeuille algorithmique. On ne fait rien. D'ailleurs, vous pouvez décider de le suivre. Alors, CryptoStratège, vous gardez la main sur vos fonds. Pas de la gestion déléguée, c'est pas de la gestion d'actifs. Par contre, vous accédez à tout ce qu'on fait et nous vous avertissons en temps réel de ce que nous faisons, les entrées, les sorties, les repositionnements. Regardez simplement notre portefeuille algorithmique. Bitcoin, la performance du Bitcoin en orange et la performance de notre algo. Regardez comme il est capable dans les phases de correction, par exemple dans les phases de bear, de sortir à temps. Toutes les phases de boule, il les prend avec du levier. Dès que le marché se met en orange ou rentre en bear, il sait parfaitement sortir à temps. Vous pouvez par exemple faire le choix de suivre notre portefeuille algorithmique. Nous avons aussi bien sûr des portefeuilles gérés à la main, on sélectionne des alts. C'est ce que vous nous demandez depuis tellement de temps. On vous montre ce qu'on fait. Et bien là, c'est ce qu'on va faire. Réservez votre appel, répondez d'abord à ces 5 questions. Votre appel, c'est important, vous allez discuter directement avec Will, il va vous présenter le service. Au passage, vous avez cette vidéo, suivez le lien en description de ma vidéo du jour. Imagine qui si vous tu permet connais... d'accéder donc à la présentation du service, mais vous allez avoir une conversation avec Will. Répondez d'abord à ces 5 questions. Vous avez beaucoup d'infos, vous pouvez lire les avis vérifiés des personnes qui nous ont déjà rejoints, quelques témoignages de membres. Vous avez ce bouton donc pour candidater, car oui, je parle bien d'une candidature. Candidater à CryptoStratège, c'est pas n'importe quel service. Nous voulons être sûrs de pouvoir répondre à vos besoins. Vous devez être sûr que notre service répond à vos besoins. Et pour ça, il faut échanger en one-to-one. Il faut échanger en one-to-one pour voir si ce service peut vous correspondre. Chers amis, vous avez 20 000 euros en crypto investis et vous voulez démultiplier ce capital les prochaines années. Rejoignez-nous, CryptoStratège. Réservez rapidement votre appel avec Will et je vous dis à bientôt sur CryptoStratège. Et c'est parti, on attaque avec le sentiment géopolitique. Ce soir, c'est la date limite du nouvel ultimatum fixé donc par Donald Trump. Alors, on verra bien dans quel monde nous serons demain. Les choses changent toutes les heures, toutes les minutes, peut-être bientôt toutes les secondes en fonction de l'humeur des uns et des autres et de l'avancée des négociations dites de l'ombre
indirecte menée par Oman, le Pakistan, la Turquie. Donc, le sentiment géopolitique, je passe par Polymarket, beaucoup, cette section-là, beaucoup de thématiques sont travaillées. Autant vous dire que je me contente là ce matin de regarder la probabilité de... Alors moi j'aime bien regarder ces courbes parce qu'elles réagissent très directement aux déclarations des uns et des autres. Et notamment donc ce thread qui est donc la probabilité d'un cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran. Alors la probabilité d'un cessez-le-feu au 7 avril, c'est même pas drôle en plus, c'est 2%. La probabilité d'un cessez-le-feu au 15 avril, c'est 13%. Et donc j'ouvre ici donc le graphique. On peut voir que donc, tout au long du week-end, les déclarations, l'ultimatum de Trump et tout, la probabilité d'un cessez-le-feu est montée à 16% au 15 avril. Donc on voit que le marché ne croit pas beaucoup. Et puis là, ça redrop parce que, bien quand Donald Trump menace, derrière en face, vous avez le commandement, le haut commandement des gardiens de la révolution qui tourne ça en ridicule ou qui fait de la surenchère. Ça, c'est la situation. Un mardi matin, je vous dis là, j'enregistre la vidéo, il est exactement 7h13. Quelle sera la situation à midi, cet après-midi, demain soir? Eh bien, tout le monde la saura en s'informant sur les médias d'information en continu. En tout cas, donc, ouvrir le détroit d'Ormuz, il faut bien se dire une chose, c'est que le détroit d'Ormuz finira par ouvrir. Et bon, je ne vais pas faire jouer aux oiseaux de mauvais augure, mais ce sera certes une première étape, l'étape numéro 1 de la normalisation, mais le jour 1 de l'ouverture du détroit ne sera malheureusement pas la fin de la crise, parce que c'est trop tard. Parce que c'est trop tard, parce que l'outil de production, d'une part, alors, était attaqué, en partie détruit, l'outil de production de toutes les puissances énergétiques qui entourent le golfe Persique. Lorsque vous écoutez des patrons de sociétés de pétrole, de gaz, mais aussi les sociétés qui fabriquent l'engrais urée à partir du gaz naturel, eh bien tous vous disent qu'une une usine, un terminal, un stock, une raffinerie, bon, tout ça, ce n'est pas un simple interrupteur. Cela peut prendre des semaines, certains disent même 2 à 3 mois pour relancer l'outil. Et puis derrière, une fois que vous avez un outil de production qui est relancé, eh bien, il faut remettre en place le transport maritime. Lorsque vous écoutez l'Organisation mondiale maritime à Londres, vous avez l'Organisation mondiale maritime et l'Association mondiale du transport maritime, qui sont deux organismes qui se côtoient, dont un dépend de l'ONU. Lorsque vous les écoutez, c'est pareil, ils disent minimum 4 à 6 semaines pour simplement refaire un planning de va-et-vient de supertankers. Ensuite, il faut ramener les marins, il faut, avant de jeter l'ancre, il faut une assurance. Toutes les assurances ont été suspendues, les War Insurance, depuis le début de la guerre. Enfin bon, tout ça prendra du temps. Dans les scénarios les plus optimistes, si vous voulez, eh bien, c'est quand même plusieurs semaines pour relancer tout ce bordel. Donc le délai de reprise, donc là, je commence par quelques éléments comme ça pour vous montrer que de toute façon, il n'y a pas d'urgence, rien ne presse. Quand bien même vous avez cette semaine une évolution géopolitique. Loin de moi l'idée de minimiser d'éventuels progrès. Mais il faut bien avoir conscience que déjà, même un cessez-le-feu, derrière un cessez-le-feu, c'est pas un accord de paix définitif. Donc il y a toujours le risque que le conflit reprenne. Donc autant vous dire qu'il n'y a pas un marin qui prendra la mer, pas un supertanker qui. Donc, mais imaginons, on se projette. Ça y est, c'est un accord de paix, tout est positif, tout est prêt à reprendre. Et donc, si on arrive à quelque chose d'ultra positif sur le plan géopolitique, derrière, il faut du temps pour relancer la machine. Donc, vous imaginez que déjà, là, d'abord, nous avons les étapes géopolitiques, et ensuite, lorsque tout sera réglé sur le plan géopolitique, il y aura l'étape industrielle et l'étape du transport maritime. Et ça aussi, c'est plusieurs semaines à mois. Donc, pour qu'on retrouve le flux d'énergie qui passait avant les opérations militaires du 28 février, il va falloir énormément de temps. Et c'est pourquoi, en fait, si vous voulez, le pétrole, même si là devait y avoir un cessez-le-feu, il y aura forcément une réaction au début positive, mais pour que le prix du pétrole retombe, c'est-à-dire pour qu'on retrouve
une offre et une demande au niveau équivalent avant la crise, ça va prendre tellement de temps qu'il y aura un décalage, et donc que ce prix du pétrole va se maintenir à un niveau élevé. Et là, il est en alerte rouge, ultra écarlate technique. Donc ça reste le proxy majeur. Toute l'année 2025, on l'a passé ici. Toute l'année 2025, on l'a passé sous 80 dollars. Donc déjà, tout ce qui est au-dessus de 80 dollars, c'est inflationniste. Alors inflationniste, l'inflation nominale. D'ailleurs, cette semaine, vous avez la mise à jour de l'inflation nominale aux États-Unis au titre du mois de mars, donc ça va commencer à tomber. Et donc là, vous avez l'inflation nominale du mois de mars qui va tomber ce 10 avril. Le CPI qui était à 2,4, il est attendu à 3,3. Et oui, ça commence. De 2,4 à 3,3. Les baisses de taux de la Fed, c'est mort. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Parce que moi, je vois toujours la lueur d'espoir. Je vois toujours à travers le ciel gris. Bon, enfin, là, c'est grand bleu, c'est pas un bon exemple. Je vois toujours à travers le ciel gris les rayons du soleil qui percent. Et dans ces rayons du soleil qui percent, je peux vous donner une bonne nouvelle. Oui, il y aura un rebond de l'inflation nominale, comme le montre très bien l'algorithme de la Fed de Cleveland. Mais non, l'inflation sous-jacente, elle continue de baisser. Regardez comme c'est passionnant. Regardez ce qu'anticipe l'algorithme. Actuellement, l'inflation nominale, elle est à 2,4. Elle va remonter à 3,4 en nominal. Bah, c'est normal. Pétrole, gaz, c'est mathématique. Par contre, l'inflation sous-jacente, qui est la vraie inflation à côté, celle des services, notamment de l'immobilier, elle continue de baisser vers 2. L'inflation immobilière, son contre-fou du prix du pétrole. Enfin, en tout cas, dans un premier temps. Voilà. Donc ça, c'est passionnant parce qu'en fait, si vous voulez, c'est possible que les banques centrales temporisent en disant, bon, l'inflation nominale rebondit, c'est normal, c'est lié aux éléments volatiles, le pétrole, mais ça, avec l'apaisement géopolitique, ça finira par retomber. Et puis nous, on regarde de toute façon, et c'est vrai, on regarde l'inflation sous-jacente. Donc il pourrait finalement ne pas monter les taux, rester en statu quo, et ça pourrait apaiser les marchés. Enfin, on verra. Déjà, il y a plusieurs étapes. Il faut un cessez-le-feu, il faut un accord de paix. Ensuite, bien sûr, d'un point de vue technique, si vous voulez, c'est difficile de revenir à l'achat. Oubliez le cycle de 4 ans, oubliez tous les éléments liés à Bitcoin. Il y a de toute façon un rapport au risque. Et c'est vrai que tant que le pétrole est au-dessus de 94 dollars, donc ça c'est le pétrole brut US, et tant que le Brent est au-dessus de 95, nous sommes dans une zone avec un impact inflationniste important sur les taux d'inflation nominaux. Et voilà, ce sont vraiment les deux zones. Alors là, on va voir l'évolution cette semaine, mais si on devait dépasser cette zone-là, là, ce sont les sommets qui ont été atteints dans les semaines qui ont suivi le déclenchement de la guerre en Ukraine, vous voyez, en mars-avril 2022. Si on dépasse 130 et qu'on va chercher le record de 2008, bah, écoutez, là, si vous voulez, il y a aucun monde où un pétrole à 146 dollars peut s'accompagner d'une hausse de Bitcoin. Pas possible. Donc, mais en même temps, si effectivement le pétrole va chercher ça, nous aurons probablement la dernière leg down du Bitcoin. Bon, on verra bien cette semaine avec les différentes actualités qui seront publiées. Mais donc oui, par exemple, ici, vous avez des données que j'ai synthétisées pays par pays. Je ne vais pas y passer 30 ans, mais j'ai quelque chose, je vous montre ça. Donc pays par pays, vous avez donc, donc ce sont des données qui partent du principe que ça y est, c'est la paix. C'est la paix, c'est bon, c'est fixé, il n'y a plus d'opération militaire, il y a un accord. À partir de là, l'outil industriel, les compagnies de pétrole et gaz vont chercher à relancer leur volume de production. Alors pas forcément tout de suite, parce que dites-vous bien que là, elles sont stockées à mort, et que les capacités de stockage sont à ras-bord dans le Golfe. Donc ça ne sert à rien de produire si vous ne pouvez pas stocker, parce que vous ne pouvez toujours pas transporter. Donc déjà, il va falloir vider les stocks. Et ensuite, se remettre à produire. Regardez les délais moyens. Toutes ces données-là sont des déclarations des managements de la direction des entreprises, des différentes entreprises, pétrole et gaz, de l'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis, du Koweït, de l'Irak, etc. Regardez les délais. Les délais pour relancer la machine. Et ça, c'est une fois la paix. C'est-à-dire que pendant ce délai moyen, vous n'avez pas le volume de production d'avant. Donc toujours un décalage offre-demande, donc toujours des pressions bullish sur le pétrole. Vous voyez que les choses sont quand même compliquées. Lorsque vous regardez, donc vous avez l'Organisation maritime mondiale qui est basée à Londres. Donc c'est à Londres que vous avez les deux grandes organisations qui fédèrent les compagnies maritimes du monde. Et donc pareil, eux ils font de la recherche, ils font de la data, et puis ils ont toutes les données qui remontent des différents transporteurs. Eux, ce qu'ils vous disent, c'est que le délai moyen après réouverture du Détroit,
c'est 1 à 3 mois, uniquement pour relancer la machine de transport. Donc là, vous voyez que vous avez des délais pour relancer l'outil industriel, des délais pour relancer le transport maritime, des délais combinés qui font que tout prendra du temps, et tous ces délais s'appliquent une fois un accord de paix trouvé. Donc voilà, je vous laisse quand même réaliser un peu tous les enjeux qu'il y a devant nous. Donc cette semaine, vous avez l'inflation US, nous verrons bien l'impact sur le marché. Donc, alors, sell-off, bear market, le S&P 500 résiste bien. Pour l'instant, c'est un sell-off. Les choses peuvent encore... Alors c'est vrai que lorsqu'on regarde les délais que je viens de vous montrer, on se dit comment échapper au bear market sur le marché action. C'est vrai que là, nous avons vécu un sell-off somme toute encore modéré. Le bear market, c'est un marché baissier qui s'installe dans le temps plusieurs mois et qui lentement droppera. C'est ça la différence. Et sur le S&P 500, le seuil de rupture est ici. Sur le S&P 500, le seuil, la frontière, ce sont les 6168 points. Là, je vous montre le contrat futur S&P 500. Là, je vous montre le S&P 500 classique. Le sommet de début 2025, c'est la différence entre un sell-off. Donc un sell-off, par exemple, là, vous avez le sell-off de la crise sanitaire. On fait une incursion en zone de survente, mais ça repart. Et un bear market qui dure quasiment un an, une baisse bien construite, où on prend le temps de faire des divergences. Le sell-off de la guerre commerciale qui a été très court, et on se reprend. On V-bottom. Pour l'instant, nous sommes dans un sell-off, alors qui encore n'est même pas allé chercher ce niveau. Ça ferait qu'on sera à -12. Si les choses se tendent, si le prix du pétrole reste sur les niveaux actuels 3, 4, 5, 6 mois, il est tout à fait possible que le S&P 500 fasse plutôt le choix bear market, c'est-à-dire quelque chose similaire à 2022, qui pourrait durer toute l'année avec les pressions sur les taux, etc., jusqu'à revenir chercher le bas de canal, la moyenne mobile à 200 semaines, vous voyez qu'il y a un rôle important, et en fait on se retrouve sur du -20, et on est similaire à l'amplitude de baisse du bear market de 2022. Donc si nous devions avoir ce type de conditions de marché sur le S&P 500, il est archi probable que Bitcoin aille chercher les fameuses zones de bottom de cycle que je vous ai à nouveau décrit la semaine dernière, vous savez, qui se trouvent entre 47 et 55K. Bon, la frontière est ici. Bon, là, bien sûr, je vous montre beaucoup de choses négatives, etc. Euh, euh, déjà, là, il y aura forcément, s'il y a une bonne nouvelle géopolitique, il y aura une réaction, première réaction qui sera positive sur les actifs risqués. Ensuite, à mesure que le temps va passer, que nous allons voir les hard data tomber, les taux d'inflation tomber, qu'on va comprendre que oui, donc semaine après semaine, nous allons voir le trafic maritime se relancer, l'outil de production se relancer, mais comme il y aura toujours un décalage, en plus, dites-vous bien encore une chose importante, c'est que la plupart des pays d'Asie là, ont commencé à taper dans leurs réserves stratégiques, donc il va falloir aussi les reconstituer, donc ça va faire encore plus de demandes. Donc oui, donc là actuellement, la demande est là, l'offre est là. La demande est là, l'offre est là. Euh, Lorsque le conflit va s'arrêter, l'offre va petit à petit commencer à remonter. Et la demande, elle va encore monter d'un cran, puisqu'il va falloir consommer et reconstituer les stocks. Donc vous allez avoir cette période-là de peut-être quelques semaines où l'offre finira par rejoindre la demande. Mais si vous voulez, un accord de paix, c'est pas l'offre qui est égale à la demande. Un accord de paix, c'est reprendre une pente et l'offre va retendre vers la demande. Et dans tout cet intervalle de temps, le prix du pétrole sera au-dessus, largement au-dessus de 80-90 $. Donc, il y aura des conséquences. Voilà, bon, enfin, nous verrons bien. En tout cas, d'un point de vue technique, ça tient quand même bien le SP500, et c'est vrai que si on pouvait reprendre la moyenne mobile à 200 jours, on repartira en mode bullish. Donc voilà, il y aura peut-être probablement des bonnes nouvelles géopolitiques cette semaine, on verra bien. Voilà. Alors, en tout cas, ce qui est certain, c'est que l'ami BTC surperforme. Donc là, je vous ai remis les performances depuis le vendredi 27 février des différentes classes d'actifs. Pour vous dire, voilà, je vous remonte depuis le début du conflit, l'argent est à -20, l'or est à -11, le pétrole est à plus 66%, hein, donc c'est très logique d'observer des prix à la pompe comme on peut observer. Moi, je crois à la station en bas de chez moi, là, mais bon, je suis pas loin de Paris, la station en bas de chez moi,
L'essence est à 2,40, le gasoil est à 2,10. C'est vrai que c'est des prix quand même complètement dingues. Mais bon, il y a effectivement le pétrole à plus 66%, on peut comprendre. Le gaz n'est qu'à plus 13. Donc là, il y a des choses quand même qui sont sous contrôle sur le gaz. Effectivement, on retrouve ETH à plus 12 et Bitcoin à plus 6 depuis le début du conflit. Alors que les indices boursiers sont en baisse, encore assez modérés. Par contre, c'est vraiment alors l'argent qu'on dropait parce que les taux remontent, parce qu'ils étaient déjà en bulle avant, parce qu'ils étaient déjà trop hauts, parce qu'il y a peut-être un arbitrage effectivement en faveur des... Regardez, hein, regardez depuis le début du conflit, tous les inflows qu'il y a sur les ETF Bitcoin. Il y a les institutionnels, ils sont, depuis le début du conflit, c'est le calme plat. Il y a même davantage d'inflows sur les ETF BTC que d'outflows. Par contre, il y a eu des outflows sur les ETF Gold. Donc il y a aussi un arbitrage comme ça. Mais bon, attention, alors Bitcoin surperforme, je suis d'accord, premier à le dire. Pour autant, il surperforme, il donne aucun signal bullish. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que beaucoup de traders ont joué la répétition de la pattern de janvier, et c'était cette espèce de structure, donc la première jambe de baisse du bear market, un flat, la deuxième jambe de baisse, et là un flat, et donc depuis le début du conflit, bah, tout le monde joue ça. Et regardez comme Bitcoin prend un malin plaisir à neutraliser toutes les tentatives de sortie baissière. Là, je l'ai tracé comment? À la fois en attrapant les mèches, la ligne bleue, et en attrapant les cours de clôture, la ligne verte, et ici accroche. Pourquoi ça ne drop pas? Parce que ça, je vous l'ai déjà expliqué. Parce que déjà, Bitcoin suit son propre cycle. Deuxième explication, ici, quand on était là-dedans, il y avait énormément d'acheteurs dans toute cette phase-là. Et donc, quand il y a beaucoup d'acheteurs, on peut les sécher en tapant leur stop. Et d'autre part, dans cette phase ici, c'est ce que montre le Bitcoin SOPR. Il y a eu tellement de prises de pertes et de capitulation d'acheteurs qu'il n'y a quasiment plus aucun acheteur à effet de levier. Il y a eu tellement de prises de pertes qu'une grande majorité a déjà capitulé, donc il y a moins de monde qui pourra capituler. D'autre part, dans toute cette phase de range ici, ce que montrent les datas, c'est qu'il n'y a quasiment pas de nouvelles positions longues à effet de levier qui sont prises. C'est même en grande majorité des positions short à effet de levier. On voit très bien ici dans ce range, regardez toutes les positions longues à effet de levier. Là, il y en a à peine et ce sont surtout des positions short. Donc finalement, il y a eu déjà beaucoup de capitulations parmi les acheteurs, et beaucoup de capitulations parmi les acheteurs, et puis il y a surtout beaucoup de nouveaux vendeurs. Et donc ça, le marché, il aime bien, bah, c'est de la chasse au stop, c'est de la chasse à la liquidité, hein, c'est de l'arbitrage des instituts sur les mains faibles. Donc c'est vrai que c'est probablement ça qui explique les choses. Après, voilà, c'est pas la fin du bear market cyclique. Si ça devait déjà être la fin du bear market cyclique à 60K, c'est qu'en fait, ben, en soi, il n'y a plus de cycle de 4 ans. Bah, peut-être, peut-être. En tout cas, pour l'instant, Bitcoin surperforme. Et c'est vrai qu'on le voit à travers les RSI weekly, par exemple du ratio Bitcoin Gold, mais aussi Bitcoin Silver, Bitcoin S&P 500. D'un point de vue relatif, on peut avoir l'impression que les bottoms sont faits. Bitcoin surperforme parce que il est dans sa fourchette de coût de production moyen par Bitcoin. Attention qu'il commence aussi à prendre une pente descendante. Donc ça peut mettre la pression. Historiquement, on voit que le vrai bottom de Bitcoin, c'est quand on va quand même chasser en dessous de la bande de coût de production, alors, sauf sur l'ancien bear market. Donc voilà, ça c'est effectivement, on stabilise là-dedans. Mais voilà, le marché peut à un moment ou à un autre prendre la direction du sud. Là, il est en plein milieu de sa bande de coût de production. Plein milieu de sa bande de coût de production. Donc, et lorsque je refais la comparaison avec l'ancien bear market, on ne peut qu'apprécier la répétition de la structure. Donc effectivement, c'est vrai que comme on a eu un départ très rapide, on est peut-être finalement dès avant le conflit, parce que regardez, là c'était avant le conflit, hein, on était déjà soit là, soit là. En fait, pour moi, la question reste la même depuis le début du conflit, et j'étais quand même persuadé que ce conflit nous apporterait la réponse tout de suite, bah, le marché ne veut pas. C'est-à-dire, la question reste, est-ce qu'on est là ou est-ce qu'on est là? Et donc je projette l'amplitude de la vague A au sommet de la baie, ça me donne des extensions. Vous voyez que la latéralisation légèrement baissière, on l'avait fait entre le 0,68 et le 0,9. Il s'agit de projeter quoi? De projeter l'amplitude de ça au sommet de la baie. Et ça donnait... voilà. Donc vous voyez que ça continue de délimiter l'intervalle entre 56 et 69. On est dedans, mais je me dis à un moment ou à un autre, cette trend-line, on va la tester. Donc il y a toujours l'option de soit d'y aller, on finit donc par sortir par le bas, on finit par sortir par le bas de ce machin et on va chercher cette trend. Vous voyez, un point, deux points, j'exige, je prolonge,
Et cette trend, je l'ai reportée ici. Elle est là. Vous voyez, elle est là. C'est celle que je viens de vous montrer en weekly. Donc, il y a l'option d'aller faire ça et on rentre enfin en latéralisation. Et sinon, il y a l'option, effectivement, de tenir, de tenir, en fait, de tenir ici, de continuer à faire un range par ici, et à un moment ou à un autre, de la retrouver en fin d'année pour prendre appui. Alors, s'il y a une bonne nouvelle géopolitique, le marché peut encore faire une autre option, qui est, là on a eu une première structure, faire le rebond, et un dernier drop en partie d'année, pour faire une sorte de double bottom et de repartir. Dans tous les cas, dans tous les cas, ça pour moi c'est un intervalle de bottomisation. Worst case scénario, il s'agit d'aller taper cette mèche ici, d'aller toper cette mèche qui était la mèche d'un drop août 2024, 49K, et finalement d'aller chercher les indicateurs on-chain de bottom de bear market, notamment le Bitcoin CVDD, qui est toujours à 47,5, et long term holder realized price, le prix moyen d'acquisition des holders long terme, qui d'ailleurs remonte, c'est très intéressant, la courbe remonte semaine après semaine, et maintenant à 45. Et ça, elle remonte tout le temps. Donc en fait, vous allez avoir les deux plus puissants, c'est ça, hein, c'est le long term, hold term, realist price et le Bitcoin CVDD. Les deux, là, ils sont à 47-48. Et dans quelques mois, ils seront à 50. Voilà. Enfin, c'est vraiment les deux trucs, moi je me dis, ouais, je vous les montre, pour moi ça c'est, ouais, on n'est pas loin, hein, mais bon, on n'est pas loin, mais donc il manquerait le dernier truc. Donc alors, entre l'option numéro un qui est de faire ça, ça, et ensuite on repart pour un cycle bullish. Option numéro 2, on continue cette merde de range et on finit par partir. Option numéro 3, fait le drop, on rentre en latéralisation et on repart, comme ici. Fait le drop, on rentre en latéralisation et on repart. Le marché il n'a pas fait son choix. Le marché n'a pas fait son choix, puisque de manière très étonnante, bah, il est là-dedans depuis le début du conflit. Enfin, déjà, on verra bien quand on va arriver au contact de la trend, etc. Il s'avère qu'avril, en termes de saisonnalité, avril, c'est un mois qui est plutôt pas mal pour Bitcoin. Qu'est-ce qu'on va tenir comme ça jusqu'à fin avril avant de finir par s'en manger une? C'est possible aussi. Voilà. En tout cas, si vous voulez que ce soit en termes de prix, en termes de temps maintenant, le bear market cyclique n'est probablement pas terminé. Déjà, il n'est probablement pas terminé en lien avec la pression que peut exercer la bourse traditionnelle par rapport à tous les éléments que je vous ai montrés en début de vidéo, le temps de normalisation une fois la paix acquise. Le temps de normalisation une fois la paix acquise. Donc déjà, il faut acquérir la paix. Voilà. Ensuite, si on en revient au standard du cycle de 4 ans, encore une fois, moi je ne m'enferme pas dans le cycle de 4 ans. Mais c'est un des facteurs d'influence qui à un moment ou à un autre joue plus ou moins. Donc là, il faut le regarder. J'ai donc tout mis à jour. Nous sommes aujourd'hui à 183 jours de bear market. Notez que le précédent cycle, on n'est plus très loin, avait fait son vrai bottom 220 jours. Alors là, il y a eu le drop de FTX, mais qui fut exceptionnel. Mais la latéralisation avait commencé à 220 jours. On est à 183. Vous voyez donc, est-ce qu'à partir de juin, de fin mai, juin, on va arriver vraiment dans la zone? Voilà. Là, donc c'est pareil, hein, les standards du cycle de 4 ans fait que, bah, vous voyez qu'on est plus ou moins au milieu ou à 60%. Donc le temps passe, hein, le temps passe, on arrive, on se retrouvera bientôt, hein, on se retrouvera bientôt dans ces situations-là. Viendra le moment du retour du plaisir, hein, parce qu'on sait que quand on va retrouver cette situation-là en termes de timing, eh bien derrière, on sait que derrière c'est 3 ans de hausse. Donc voilà, ce sont des choses qui arrivent. Et pareil, donc là vous avez le nombre de jours. Depuis le début du bear, ça fait 183 jours. Moi, je continue aussi de faire tous mes décomptes. Nous sommes 717 jours après le halving, rappelez-vous, donc je continue, 717 jours après le halving, et grosso modo, en moyenne, le début de latéralisation des anciens bears, c'était 775-800. On est 717. 775-800, vous voyez, ça fait donc 70, non, ça fait 60-80 jours. 60-80 jours, vous voyez, ça fait 2 mois, 2 mois et demi, début avril, début mai, début juin. Donc est-ce qu'à partir de début juin, mi-juin, vous voyez, si concrètement, si début juin, mi-juin, on est par ici, moi là, je m'en serais à retrouver confiance dans rentrer massivement. Voilà.
Mais bon, dans l'immédiat, nous sommes donc soumis à la évolution géopolitics, comme d'ailleurs tous les jetons. Alors, ETH, je vous l'ai montré tout à l'heure, fait même mieux que Bitcoin depuis le début du conflit. Lui, il est dans une zone basse. Hein, je veux dire, partons du principe que le prochain cycle, non, logiquement, le prochain cycle sur ETH, on cassera, au minimum, on reviendra ici. Donc c'est vrai qu'en termes de ratio rendement-risque, acheter de l'ETH entre 1000 et 2000 pour viser 5000, mais probablement, si tout va bien, au prochain cycle, on peut taper 6 ou 7. On se dit, là, on est à 2100, c'est pas si loin, mais bon, voilà. Alors, 2100, c'est pas si loin. En même temps, pour moi, la zone parfaite, elle est plutôt autour de 1004, 1005. C'est quand même, en pourcentage, quelque chose qui est différent de 2100. Mais oui, nous sommes en zone basse. D'un point de vue technique, c'est la même structure que Bitcoin, hein, vous savez, espèce de flat comme ça, donc l'impulsion, le range, l'impulsion, le range, voilà. C'est la même situation que Bitcoin. Le sol, c'est pareil. Le BNB, c'est pareil. Alors lui d'ailleurs, le BNB, ça va être intéressant parce que lui, il y a cette trendline qui arrive ici. On verra bien si elle agit, mais voilà. La zone, je pense, pour rentrer avec confiance sur le BNB, c'est plutôt la zone des 490, 500. Enfin voilà, c'est en fait sur tous ces jetons, la zone vraiment percutante, on voit bien que la zone percutante, elle est un cran, elle est un étage en dessous. C'est pareil, un jeton comme Avax, si vous allez chercher pile poil ici le plus bas de l'ancien cycle, voilà. Donc c'est vrai qu'un jeton comme Avax, qui est un bon jeton sur le plan des fondamentaux, bon, c'est une zone basse de très long terme. C'est une zone basse de très long terme. Voilà, si on doit encore descendre d'un étage, sur Avax, le marché peut aller chercher ici entre 3 et 5. Nous sommes à 8. C'est pas pareil. Même sur le graphique ici en échelle arithmétique, ça fait zone basse de long terme. Passer en log, et que bon, log, on est sur le point bas de l'ancien bear market. Il n'y a pas de. S'il y a un signal de force, d'accord, mais si Bitcoin doit aller chasser un étage en dessous, c'est cette zone-là qu'on va aller retravailler. Il faut rester prudent. Même si c'est un bon jeton sur le plan des fondamentaux, il y a eu cette mèche ici, la mèche du 10 octobre, elle a été prise. Là, le marché fait un flat. Ce flat-là, comment déterminer s'il s'agit du début d'une phase d'accumulation pour repartir ou encore d'une phase de continuation baissière? Pour l'instant, c'est très hasardeux, si vous voulez, de se positionner. Donc Avax, c'est un bon jeton sur le plan des fondamentaux. Pourquoi j'en parle, hein? C'est parce que vous m'avez demandé, hein, vous savez, dans le sondage quotidien. Mais là, c'est pas un prix où je reviendrai avec confiance parce que c'est le plus bas de l'ancien bear. C'est pas le plus bas historique comme certains jetons, d'autres sont sur leur plus bas, historique. On n'a pas assez d'éléments de force pour qualifier cette phase-là, en tout cas maintenant, de phase d'accumulation. Ce serait différent si on dépassait les 10 et qu'on retrouvait finalement des conditions proches de celle-ci. Là, d'accord. Mais pour l'instant, this is not the case. Voilà. Eh bien, chers amis, merci d'avoir écouté le CTB. Passez une bonne semaine et à bientôt. Salut.